On est sur le plateau Big Media sur Global Industry et je suis avec Marie. Hello Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Nicolas, ravie d'être ici. Marie Nagy, cofondatrice et présidente de la start-up industrielle Reusit. Qu'est-ce que c'est Reusit ? Reusit, ça fait déjà 5 ans qu'on existe. On a créé un matériau pour remplacer le plastique pétrosourcé. Et comme premier produit, on a fait de la vaisselle pour s'aligner avec la loi AGEC. Donc on produit des couverts, des gobelets pour le monde de l'événementiel. Ok. Aujourd'hui, on t'a invité pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Les femmes et l'industrie est vraiment un girl boss, ce que tu représentes plutôt bien. Donc je suis ravi de t'avoir. Ma première question, ça va être, Marie, est-ce que l'industrie, elle est prête à avoir des femmes fortes ? Je pense que c'est nécessaire. Il faut être ambitieuse parce qu'il faut de l'énergie, du temps et y croire tout le temps. Et il y a une vraie part de résilience. Et donc, on a besoin de femmes qui y croient, qui ont de l'énergie, qui veulent avancer. Et avant aussi d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de femme dirigeante dans l'industrie ? Tu veux dire mon parcours à partir d'où ? Alors, on pourrait, je sais, y passer une bonne heure facilement, mais on va dire ton parcours grosso modo de dirigeante, comment ça t'est venu l'idée, comment est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure entrepreneuriale ? Ouais, c'est une rencontre déjà avec Armand, mon associé, sur les bancs de l'école de commerce en 2019. Et on a l'envie en fait d'être dans une dynamique d'économie circulaire, à revaloriser les coproduits, donc les résidus agroalimentaires qui sont déjà existants, pour fabriquer un nouveau matériau pour remplacer le plastique. Et on s'est dit, OK, à partir de quoi on peut partir et pour faire quel type d'objet ? Et donc, on s'est intéressé à la filière de l'industrie brassicole, où on sait que pour 1000 litres de bière produite, c'est 300 kilos de drèche générée. On rencontre petit à petit des brasseurs qui nous disent, en fait, notre matière, elle n'est pas utilisée, prenez-la. Et de fil en aiguille, on rencontre une start-up lyonnaise qui s'appelle Maltivore, qui fabrique de la farine de drèche de bière. Et on l'a prise, on l'a liée avec des polymères naturels, 3 ans de R&D et industrialisation, création d'un moule industriel. Donc ça a duré de 2020 jusqu'à 2023. On a commencé à commercialiser de la vaisselle, donc des couverts, pour s'aligner avec la loi AGEC au niveau européen. Et aujourd'hui, on a une vraie expertise sur la partie R&D jusqu'à la mise sur le marché et on accompagne les acteurs qui veulent revaloriser des coproduits pour en faire des objets qui ont du sens. Ok. Donc, industrie, et j'allais dire domaine porteur de valeur, d'écologie. Mais aujourd'hui, c'est quoi être une femme dirigeante dans l'industrie à ton niveau ? Et jeune femme, j'ai envie de dire. Oui, quand je suis arrivée, c'était un milieu 100% masculin. Vraiment, on travaille avec les injecteurs. Donc, pour ceux que ça ne parle pas, on fabrique des granulés, des compounds en anglais, qui vont s'injecter à haute pression et température dans des moules de la plasturgie. Ça fait plus de 60 ans que l'industrie plastique existe et il fallait qu'ils se réinventent. Donc, nous, on a été bien accueillis parce qu'ils avaient besoin de nouvelles solutions. Que ce soit porté par un homme ou une femme, ça n'avait pas forcément d'importance. Mais je pense que la vraie valeur ajoutée aussi, c'est qu'on est une équipe mixte avec Armand et qu'on est hyper complémentaires. Et nous, on a été très bien accueillis, mais c'est sûr qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut une certaine posture. Au début, ça n'a pas été facile jusqu'à ce qu'on ait un produit. Et je pense que ça a été là où on s'est dit, OK, la visibilité, les premières commandes, le produit qui plaît. Et là, on s'est dit, ça nous permet de gagner confiance en nous. Et c'est quoi, tu parles de posture et la bonne attitude. Toi, c'est quoi que tu as adopté en tant que femme pour peut-être te dire, non, je suis à ma place ici, en fait, je suis légitime dans ce que je vous raconte ? Je pense que déjà s'entourer, j'ai toujours voulu dire vraiment ce qui se passait, que ce soit les bons et les mauvais côtés, communiquer sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible, créer une vraie communauté autour de nous et s'entourer d'experts qui sont ingénieurs biomatériaux, qui soient chimistes, des laboratoires, des pôles de compétitivité. Et donc, en fait, de s'unir avec d'autres personnes, ça nous donne une force, un socle beaucoup plus stable. Et après, on sait que c'est nous qui portons peut-être le projet et qui sommes visibles, mais tout derrière, il y a une équipe, il y a des partenaires. Et c'est ça qui nous a, je pense, qui m'a permis d'avoir confiance parce qu'eux avaient confiance en nous. Et tu as parlé de effectivement le 100% masculin. Est-ce que toi, tu as senti, alors je ne vais pas dire le mot défiance, mais plutôt des gens interloqués en mode mais qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille dans mon industrie plastique où il n'y a que des mecs, quoi. Est-ce que tu as eu des regards, peut-être des anecdotes, des choses comme ça qui ont pu t'arriver ou... Ouais, une anecdote, c'est en salon, j'arrive et je dis voilà, je suis de la société Reusit. Ah, vous êtes stagiaire ?
Ah non, je suis présidente de la société. Et j'avais 24-25 ans, donc peut-être que je parais jeune et toujours, mais c'est pas une raison de te dire tout de suite t'es une stagiaire. Donc t'as une étiquette parfois qu'on t'accole. Et aussi, même à l'école de commerce, Ah oui? certains, un qui m'avait dit, je me souviens très bien, tu vas voir, tu vas vivre dans un monde de requins et t'es pas faite pour ça, en fait tu vas te faire bouffer. Et sauf qu'au contraire, les gens ont un respect par rapport à ce que l'on fait et le projet que l'on porte. Et donc je pense qu'il y a un côté vraiment d'admiration, de respect pour ce que l'on fait. Mais c'est vrai que quand on croise souvent des personnes, ou aussi la troisième chose que j'ai eue, c'est tu prends beaucoup de place. Ah ouais. Et là, je suis allée le voir en direct, la personne, je lui ai dit, je prends beaucoup de place par rapport à qui et par rapport à quoi. Et est-ce que ton associé n'est pas trop effacé? Et moi aussi, c'est même pas un sujet. Et lui disait, non, non, là, il me faisait un signe, non, là, c'est mort, il faut que tu dises pas ça à Marie parce que c'est même pas un sujet déjà pour moi. Et en plus, si elle fait ça, c'est pour que c'est beaucoup plus d'impact. Oui. Et si on n'en parle pas, si on n'est pas visible, si on n'identifie pas notre... Enfin, si on n'est pas en une boîte où les gens s'identifient, ça peut pas aller très loin, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et comment tu t'es positionné justement vis-à-vis de ces différentes expériences, de te dire, je reviens sur la question que je te posais, comment tu t'es dit, là je suis légitime à ce que je suis en train de vous raconter? C'est quoi j'ai presque envie de te dire tes conseils, tes tips pour peut-être les entrepreneuses qui nous regardent? Ouais, qui veulent se lancer. Ouais. Moi, j'y croyais dur comme fer et ça venait des tripes. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, de vraiment d'agir pour trouver une alternative au plastique pétrosourcé. C'était vraiment très ciblé dans le monde de la vaisselle avec des clients de l'événementiel, puisque c'est ces clients-là aujourd'hui avec lesquels on marche le mieux. Vraiment, je pense de parler le plus possible de ces problématiques aux gens avec qui on a confiance. Il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre nos problématiques. Et donc, je me suis entourée de copines entrepreneuses. Super. J'ai une famille qui y croit aussi en ce que l'on fait. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à les aborder. Donc, je pense aussi, tous les non, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas légitime, faites-en une force. Ne vous dites jamais que c'est parce qu'on vous a dit ça que vous devez arrêter. Au contraire, si on vous le dit, c'est parce que c'est lui qui a peur, ou c'est la personne qui a peur. C'est pas vous. Et pourquoi justement tous ces éléments ils t'ont permis de te dire dans ce milieu majoritairement masculin, j'ai ma place? J'ai ma place parce que je suis ingénieure aussi. Et je pense aussi cette posture de je suis ingénieur, je maîtrise la technique et je maîtrise le business, je maîtrise les deux. Donc je comprends tout ce qui se passe. Et donc, tu confrontes à compétences égales en fait. Exactement, je me sens complètement égale. Et ceux qui veulent se sentir supérieurs, je leur fais sentir aussi qu'ils n'ont pas. On est tous les deux humains, en fait. On vient tous du même endroit. On est nés du ventre de notre mère. On mourra. Et en fait, aujourd'hui, personne n'a le droit de te parler mal en tant qu'humain. Ok, hyper inspirant. Et justement, dans ces quelques cas, j'ai envie de dire un peu litigieux, toi, ton analyse, est-ce que c'est plutôt un enjeu qu'il faut changer les mentalités ou un système? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je me suis réfléchi à cette question. Je me suis dit, le système dans lequel on est lié aux mentalités qui ont construit ça. Oui. Dû aussi au système dans lequel on était. Et donc, on évolue petit à petit en fonction de ce que l'on pense à l'heure actuelle. Ça ne sera pas la même chose dans 10 ans, ça ne sera pas la même chose dans 50 ans, ni dans 100 ans. Et donc, aujourd'hui, il y a des sujets d'entrepreneuriat féminin qui sont nés par un constat qu'on est trop peu. Moi, je représente que 2% des femmes qui entreprennent chefs d'entreprise en France dans l'innovation. Okay. Et donc, face à ces chiffres, les acteurs, les médias, les politiques, ceux qui sont le financement privé et public font en sorte qu'on soit plus nombreuses et donc ils mettent en place des outils. Tu sens que le système bouge quand même vers le mieux et les chiffres sont de plus en plus positifs. Mais le contexte actuel, surtout aujourd'hui politique, est complexe et donc on doit s'adapter. Ok. Et si tu compares, je ne sais pas s'il y a comparaison à faire, mais est-ce que tu sens une différence ou si tu compares le leadership féminin et masculin, peut-être que toi tu appliques dans ton quotidien avec tes équipes, est-ce que tu sens qu'il y a une différence? Oui. Ah, alors quelles sont ces différences? C'est hyper intéressant. Nous, on fonctionne en énergie unie. J'ai l'impression que, sans faire de généralité, parce que c'est vraiment mon secteur, c'est l'industrie plastique, et je ne peux pas dire ça pour les autres, mais il
il y a un côté où chacun, en tant que garçon, t'es plus fort, t'es plus beau, tu veux avancer, tu veux montrer ça. Nous, on s'en fiche, en fait. Plus on est nombreux, plus on a une énergie commune. Et ça, mon associé, qui est quand même dans un incubateur féminin, on est chez les premières, et équipe mixte. Il est le seul garçon aujourd'hui, parce que c'est que des femmes entrepreneuses, et il voit bien, en fait, tout de quoi on parle au quotidien, et on est unis. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une vraie sororité entre nous, et qui est très, très, très puissante. Et ça me fait penser, je rebondis sur le leadership. Est-ce que tu as dû être parfois plus dur parce que tu étais une femme pour t'imposer ? Je pense de plus en plus. Plus on a monté en difficulté entre la R&D, recherche et développement, la création d'un produit, le transfert industriel, la production, la commercialisation, et là aujourd'hui on a atteint un niveau plutôt très politique, réglementaire. On sent qu'on a dû s'endurcir aussi pour faire face à ces problématiques, mais que ce soit Armand ou moi, c'était pas une question d'être une femme. Moi, je le ressens pas trop. Mais j'ai dû à certains moments, plutôt comme je suis empathique, je dois faire attention à ça, mais je pense que c'est une réelle force, au contraire, parce que j'arrive plus facilement à cibler qu'est-ce que vraiment veut la personne au fond. Ouais. Je vois ce que si tu c'est veux dire. que par intérêt, est-ce que c'est par gentillesse, est-ce que c'est par méchanceté, par chantage. Et donc, je cible très vite. Et ça, c'est une vraie force que nous, on a peut-être. Voilà. En tout cas, que moi, j'ai. Par rapport aux autres. Et de ton vécu de dirigeante aussi, est-ce que tu vois une évolution, toi, dans la féminisation ? Est-ce que tu vois se multiplier ? Tu as parlé de sororité, de l'incubateur Les Premières. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une croissance de l'entrepreneuriat féminin, des girl boss, j'ai envie de dire ? Est-ce que tu vois ça, toi, sur le terrain ? Oui, de plus en plus. Il y a eu un gros pic, surtout entre 2019 et 2021. Post-Covid, il y a eu une envie de créer qui était très très forte chez les femmes et chez les hommes aussi, mais en tout cas, on l'a vu pour répondre à l'entrepreneuriat féminin, la question de là-dessus. Là, un peu moins en ce moment, parce que c'est un contexte plus compliqué, mais je sais que ça ne fait que croître. Comment tu te définirais en tant que dirigeante, en tant qu'entrepreneuse ? Tu vois, si je demandais peut-être à Armand, qui est ton associé, c'est qui Marie, la CEO, la présidente ? Qui est cette personne ? Armand, je pense qu'il dirait que je suis une fusée et que je m'arrête pas et que je passe d'une tâche à une autre et que j'ai une grande efficacité. Ça, je pense, on me l'a toujours dit, même quand j'étais salariée, de pas aller trop vite, au contraire, parce que j'allais trop vite pour les autres, mais pas forcément pour moi. Et donc, j'ai appris à faire attention à ça, d'embarquer les équipes d'une manière très intelligente pour pas non plus les perdre. Que je suis très problème-solution. Donc, dès que je pense problème, je pense solution tout de suite. Et que j'ai beaucoup d'énergie. Il n'y a pas qu'Armand qui me dit. Au vu de ton parcours, je suppose que tu as construit quand même l'entrepreneuriat, t'a permis de construire et de développer beaucoup de compétences techniques et humaines. Alors aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur, tu arriverais à me dire, par exemple, compétence numéro 1 que j'avais pas du tout, je l'ai très vite développée grâce au business, grâce à l'entrepreneuriat, etc. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as ? La première chose en tête que j'ai eue, c'est le commercial. J'ai jamais fait de commerce avant. Quand j'étais chez Pernod Ricard ou Unilever, j'étais plutôt côté technique, emballage, et je savais pas que j'avais cette capacité dans la relation client. Qui est très agréable et que c'est vraiment ce que j'aime. J'aime vraiment la relation client. Tu t'es découvert ? Je me suis découvert ça. Tout ce qui va être aussi de la gestion d'entreprise, la stratégie d'entreprise, ça je savais pas que j'avais cette capacité-là à voir plutôt loin, à imaginer aussi les scénarios. Ce que tu n'avais pas vu forcément en école de commerce, du coup ? La partie gestion ? Théorie versus pratique. Voilà, c'est ça, c'est la gestion d'entreprise administrative, comptabilité, mais là c'est la stratégie d'entreprise. En fait, qu'est-ce qui fait que tu peux devenir scalable, comment tu peux impliquer tes salariés, tout ce qui est stratégie, gouvernance, c'est des choses que j'apprécie beaucoup, les ressources humaines. Ok. Et humainement, je suppose que forcément entrepreneuriat égale montagne russe. Oui. Et donc forcément développement personnel. Ah oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan perso ? J'ai beaucoup lu. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questionnements. Ça fait maintenant depuis 2020 qu'on est entrepreneur. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Donc j'ai un cerveau qui a été habitué à ça,
à toujours penser à la boîte jusqu'à ce qu'au bout de 4 ans, je me rende compte que j'ai gagné en résilience. Et donc, je ne suis plus perturbée ou tracassée par des sujets du quotidien. Donc, quand je rentre chez moi, j'y pense plus par rapport à avant. Ok. Et ça a été une vraie force parce que mon cerveau s'est dit, de toute façon, on saura trouver une solution parce qu'il a été habitué à ça. Alors que quand on entreprend et qu'on a toutes ces problématiques-là et qu'on est face à ça pour la première fois, parce qu'on est très jeune aussi, on sait moins gérer. Et ça, j'ai appris. Tu as parlé que tu as beaucoup lu. Est-ce que Oui. pour les gens qui nous regardent, tu aurais des ouvrages à recommander? C'est intéressant. Ouais, et pourquoi ces ouvrages-là? Let Them, je pense à ça, L-E-T, plus loin T-H-E-M. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais ça apprend à laisser les autres penser ce qu'ils ont à penser, agir de la façon dont ils ont à penser, parce que tu ne peux pas les changer. Je ne peux pas changer les gens. La seule chose que je peux changer, c'est ma position par rapport à eux et ma posture. C'est la seule chose sur laquelle tu peux avoir de l'action. Okay. Donc ce livre-là, je le recommande. Les biographies d'entrepreneurs. Il y en a une en particulier qui m'a marqué, le fondateur de Patagonia. Ok. Après, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 7 habitudes que les entrepreneurs, je ne sais plus comment c'est exactement le titre, mais... c'est genre 7 Habits, je ne sais plus. Ouais, qui font que tu es toujours dans un cercle positif. Cela, je le recommande beaucoup. Aussi les podcasts de sportifs de haut niveau. Ah, pourquoi? Ouais, parce qu'on sent qu'on a beaucoup de synergie, les entrepreneurs et les sportifs. Donc les interviews de Kevin Mayer, de Théo Curin, de Perrine Lafont, un skieur, nageur, décathlonien. Ouais, okay. Ça m'a beaucoup aidé parce que je vois comment ils s'alimentent, comment ils dorment. Et on est en fait des sportifs de haut niveau. On nous le dit pas assez, mais on doit travailler là-dessus, sur notre mental aussi avant tout, pour pouvoir tenir sur le long terme. Et donc je m'entoure d'amis aussi sportifs de haut niveau. Alice Modolo, qui est la championne du monde d'apnée. Voilà, une très grande femme et d'une très grande douceur, et aussi on sent qu'elle a une très grande force intérieure, et je pense que sa force intérieure et son intuition, c'est les deux choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et ce que tu dis me fait penser à une question. Donc tu as lu, on sent qu'il y a beaucoup une partie autodidacte finalement, et d'apprendre sur le tas et sur le tard. On ne devrait pas apprendre à entreprendre dans les écoles, selon toi? C'est tout à fait juste ce que tu dis. Et comme j'ai étudié, tu vois, j'ai fait la prépa, la fac, l'école d'ingé en France. Et après, j'ai réussi aussi à aller à l'international, au Danemark et aux Pays-Bas, à la faculté et dans les entreprises. Et je me suis rendu compte que la culture était différente, la culture d'apprendre, de se comporter face aux enseignants, d'évaluer les personnes, et de la façon aussi de rédiger et de faire ces contrôles continus, et je me suis rendu compte qu'on a une façon d'apprendre ici qui est très particulière, et je crois beaucoup plus au modèle des pays nordiques. Donc je m'inspire beaucoup d'eux. Ok. C'est quoi que tu vas chercher chez... Et je trouve qu'ils ont il y a un respect de l'enseignant. Dans les classes, il n'y a pas un seul bruit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici. L'envie d'apprendre aussi, ils sont là, ils ont envie d'apprendre, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être scolarisés et de pouvoir apprendre gratuitement. Donc la gratitude et la reconnaissance, je trouve que c'est une très grande qualité. La tolérance envers eux, donc là, respect, reconnaissance et tolérance. Dans la rue, un enfant ou une personne âgée, ils parlent tous anglais. Donc on est capable de se comprendre, de se retrouver aussi. Je me rappelle quand je suis arrivée, il y a un petit garçon, je lui ai demandé où était le bus. Tout de suite, il est capable de me répondre en anglais. Et il y a aussi l'apprentissage de l'empathie à l'école. Et pour répondre à ta question sur apprendre à entreprendre, je pense aussi qu'ils apprennent à être flexibles dans un environnement. Nous, tout se fait par deux. Tu tiens la main à deux dans la cour de récréation. Tu t'assois à deux au niveau des tables. Tout se fait en binôme. La société a créé les binômes. Tu dois être en couple, créer des enfants. Tu vas encore plus loin, et tu dois finir à deux. Et donc, je trouve qu'on a beaucoup appris à être à deux dans le monde, en tout cas français. Et là-bas, par exemple, les salles de classe, il y a des coussins, des fauteuils, des tables, et les enfants se mettent où ils veulent quand ils rentrent. Et ça, ils apprennent en fait qu'un environnement est mouvant et il faut s'adapter. Et je trouve que c'est déjà une première part pour se dire, ok, je suis pas forcément structuré. Je vois ce que tu veux dire. Et déjà, mentalement, l'environnement dans lequel on vit permet aux enfants d'apprendre ça. Et ensuite, bien sûr, être autodidacte, c'est important parce que
ne pas non plus toujours se reposer sur ses acquis, sur ce que l'on sait, croit savoir, Ok. les croyances limitantes que l'on a. Donc, important finalement d'apprendre à entreprendre. Je vois que le temps passe, Marie. Oui. C'est déjà fini, c'est très très vite. Je te remercie d'être venue sur le plateau de Big Media. C'était top. Tu restes là, toi, pendant le salon? Oui, je vais faire peu un tour. Super. Bah, écoute, au plaisir de se croiser. Et puis, merci encore d'être venu. Merci à toi.